beaucoup, Madame Gina, pour ce mot d'introduction, mais également ma présentation. Et j'ai signalé aussi que je suis ambassadeur ODD, mais également expert en biodiversité. Et jeune entrepreneur dans l'économie verte. C'est en cette qualité-là que je vais m'adresser à nous, chers jeunes. Pour moi, c'est un grand privilège et un honneur parce que, voilà, peu importe votre âge, nous sommes tous jeunes qui faisons partie d'un continent qui a plus de 60% des moins de 25 ans, mais également un continent qui a à peine 60 ans d'existence moderne, donc un continent qui est encore jeune, et donc facilement on se rend compte qu'il y a beaucoup à faire et chacun de nous a sa participation dans ce sens-là, en tant que jeune. D'où ma présentation s'articule autour des rôles des jeunes et des opportunités entrepreneuriales dans la conservation de la biodiversité et la promotion du développement durable. C'est vrai, j'ai parlé de la jeunesse africaine, mais ma présentation concerne les jeunes du monde entier parce que les questions de biodiversité et du développement durable sont gérées à l'échelle globale et donc la Terre étant un village planétaire, tout le monde est concerné. Alors, voici le plan de ma présentation. On aura une introduction et la première partie sur le rôle des jeunes dans la conservation de la biodiversité et le développement durable. Et je suivrai la deuxième partie qui va s'articuler autour des opportunités qui existent dans ce sens. Mais également, je partagerai avec vous les quatre piliers qui peuvent aider les jeunes à entreprendre une action dans ce sens et les cas pratiques, si le temps nous permet, les jeunes qui entreprennent un peu dans ce sens-là. Et nous allons boucler par une conclusion. Alors, sans plus tarder, on va passer à l'introduction. 5. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le chiffre 5. Si vous avez une idée, vous pouvez deviner ce que ça veut dire. Vous pouvez l'écrire en commentaire. Eh bien, le chiffre 5 nous rappelle en fait le nombre d'années qui nous reste exactement pour atteindre les objectifs du développement durable. Et je vais vous donner encore un deuxième chiffre à vous de deviner. Voilà, 10 000. Si vous avez deviné que ça vous dit quelque chose, mettez-le en commentaire. Eh bien, 10 000, c'est le nombre des espèces qui disparaissent chaque année dans la planète. Pourtant, la biodiversité est à la base du survie de l'humanité, du bien-être, mais également à la base de nos économies. Tout ce qu'on a comme nourriture, tout ce qu'on a comme eau, énergie, médicaments, tout ce qu'on a comme récréation touristique, tout nous vient gratuitement de la biodiversité à travers des services écosismiques. Et d'après le Forum économique mondial, plus de 50% du budget global dépend de la biodiversité. Et la valeur des services écosismiques rendus par la biodiversité sont évalués entre 125 et 140 000 milliards de dollars chaque année. Mais qu'est-ce que nous donnons en retour à la biodiversité? Eh bien, c'est la déforestation, c'est la pollution, les changements climatiques, c'est l'exploitation excessive des ressources, c'est la pression au niveau des ressources, la pêche illégale, et ainsi que tout ce qu'on a comme un projet négatif sur la planète. Mais également, à côté de tout ça, on a vu, je vais mentionner entre 5 et 140 000 milliards de dollars que la planète offre à l'économie mondiale. Mais en retour, l'homme contribue que 52 milliards de dollars en moyenne chaque année pour conserver la biodiversité. Alors qu'en réalité, nous avons besoin de minimum 700 milliards de dollars pour pouvoir gérer durablement la biodiversité et restaurer nos écosystèmes. Et donc, vous voyez qu'il y a vraiment un écart et à cela s'ajoute également 1 million d'espèces qui sont menacées en extinction d'après IPBES. Et donc, on se rend compte qu'il y a un problème, on a vraiment une crise qui est non seulement sur les problèmes qui pèsent sur la biodiversité, mais également la mobilisation des fonds qu'il nous faut pour gérer durablement cette biodiversité. Et donc, pour pallier à ces problèmes-là, en 2015, les nations se sont réunies, les États membres de l'Organisation des Nations Unies, afin de trouver une solution qui va permettre de répondre tant soit peu à ces besoins. Et c'est dans cette optique-là que l'agenda 2030 a été voté en 2015 et avec 17 objectifs mondiaux, pouvoir éradiquer la pauvreté, assurer le bien-être social, économique, mais également environnemental. Et donc, les jeunes, en tant que futurs leaders et en tant qu'acteurs des changements, nous avons aussi un grand rôle à jouer dans ce sens-là afin de préserver notre planète
pas seulement pour nous, mais également pour nos enfants et nos arrière-enfants. Et donc, notre présentation va notamment nous montrer quel est d'abord notre rôle, mais également comment les jouer de façon pratique afin de donner notre contribution pour préserver la planète. Et donc, on va commencer avec la première partie, le rôle des jeunes dans la conservation de la biodiversité. Alors, juste pour vous rafraîchir la mémoire, quand on parle de la biodiversité, c'est tout simplement l'ensemble de tous les êtres vivants différents qui existent sur la planète, c'est-à-dire les hommes, les animaux, les plantes, mais également les micro-organismes. Et la biodiversité est divisée en trois échelles. On a l'échelle génétique, ça veut dire le fait que dans votre maison, vous n'avez pas tous les mêmes visages, vous n'avez pas tous la même taille, c'est ça la diversité génétique. Et on a aussi la diversité spécifique, du fait que dans votre maison, il y a votre famille, mais vous avez aussi à côté les chats et les chiens. Voilà, vous formez la diversité spécifique. Et on a également la diversité écosystémique. Et donc, dans votre maison, vous avez la cuisine, les salons, la chambre, et votre chambre, et vous y compris les moustiques qui vous dérangent tout le temps la nuit. Vous formez ce qu'on appelle ça un écosystème. Alors, qu'est-ce que les jeunes ont comme rôle à jouer dans ce sens-là? Eh bien, en tant que jeunes, notre premier rôle, c'est d'abord sensibiliser et éduquer sur la biodiversité. Alors, vous convenez avec moi que pour sensibiliser et éduquer, on doit soi-même être sensibilisé et éduqué. Et donc, c'est dans ce sens-là que, chers jeunes, nous sommes encouragés à entreprendre des formations qui vont nous aider à connaître d'abord la nature. Une fois qu'on connaît la nature, ça va nous pousser à aimer la nature. Et une fois qu'on a l'amour de la nature, facilement, on peut la préserver. Et pour se former, ça peut être une formation universitaire qu'on peut entreprendre dans le domaine de la biodiversité ou la conservation des ressources naturelles, mais également ça peut être à travers des ateliers, des conférences, des webinaires comme celle-ci. Et donc, nous vous félicitons déjà d'avoir pris part à cet événement qui va aussi certainement vous apprendre quelque chose sur la biodiversité. Et aussi, vous pouvez aussi éduquer les autres, une fois que vous avez cette connaissance-là, sur les enjeux environnementaux, leur montrer l'enjeu actuel que nous avons, la destruction qui court la planète et pourquoi il est très capital pour nous d'agir. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut aussi jouer notre rôle. Alors, une deuxième façon de jouer notre rôle en tant que jeune pour conserver la biodiversité, eh bien, c'est de participer à des actions concrètes. Quelles sont ces actions concrètes? Eh bien, il s'agit là, en fait, c'est joindre aussi aux jeunes qui ont cette ambition-là de préserver la planète à travers des associations, des ONG, mais également aussi à participer à des activités qui concourent à la préservation de l'environnement, notamment les activités de planting, d'assainissement, des activités de sensibilisation. Et aussi, nous devons lutter contre la pêche illégale, des braconnages, contre l'agriculture intensive extensive plutôt avec des engrais qui détruisent nos sols, mais également notre biodiversité et aussi la déforestation avec la fabrication des charbons de bois. Et donc, lutter contre toutes ces choses-là et trouver des solutions innovantes, c'est aussi pour nous une façon de jouer pleinement notre rôle en tant que jeunes. Et la troisième façon de jouer notre rôle, eh bien, c'est d'influencer les politiques publiques. Et dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, nous devons aussi participer à la prise de décision à l'échelle locale et internationale. Et donc, pour ce faire, il va falloir qu'en tant que jeunes, on s'organise à rédiger aussi des manifestes ou des plaidoiries pour pouvoir défendre aussi nos intérêts. Parce que n'oublions pas, tout ce qui est décidé par nos grands, eh bien, c'est nous qui allons subir les conséquences. Et donc, si nous ne prenons pas part, on va décider sur les choses que demain, nous allons en souffrir, mais également nos enfants. Et donc, nous avons la part de notre responsabilité à prendre part aux grandes messes internationales. Ça peut être les COP sur le climat, sur la biodiversité. Et récemment aussi, il y a eu un sommet du climat au niveau de l'Afrique où les jeunes ont participé, où on a travaillé dans des groupes pour pouvoir faire un plaidoirie plutôt, qui a été lu par des jeunes pour représenter les jeunes du continent africain. Et jusqu'à présent, on a des collaborations dans des groupes pour chaque région, on travaille dans ce sens. Et donc, ces jeunes aussi à ces gens de groupes, à ces gens de jeunes, ça aussi, ça va nous aider à comprendre l'enjeu et à savoir pourquoi nous devons agir et ne pas rester derrière. Et une quatrième façon pour nous de pouvoir jouer pleinement notre rôle, eh bien, c'est d'adopter une mode de vie durable en appliquant les trois R. Réduire, on va réduire quoi? Eh bien, on va réduire notre consommation accrue des ressources naturelles. On doit réduire notre empreinte écologique, mais ça réduire les gaspillages alimentaires. Et aussi, il faut réutiliser. Mais on va réutiliser quoi? Ces objets plastiques ou textiles qu'on jette rapidement, eh bien, on peut voir comment on peut réparer, comment on peut peut-être donner à quelqu'un d'autre réutiliser pour limiter tant soit peu notre impact sur la biodiversité.
Et le troisième R ici, il s'agit bien de recycler. On doit recycler tout ce qui est comme déchets plastiques, textiles, et même organiques. Au lieu de jeter les bouteilles n'importe comment, eh bien, pensons à mettre dans une poubelle. Cela va aider aussi notre planète et va limiter tout ce qu'on peut avoir comme impact sur notre biodiversité et ainsi assurer sa survie pour continuer à en bénéficier des services écosystémiques, mais également aider aussi d'autres à en profiter dans l'avenir. Et donc, voilà comment est-ce qu'on peut jouer notre rôle et notre rôle à jouer dans la conservation de la biodiversité. Alors, passons maintenant au deuxième point qui concerne maintenant dans le développement durable. Qu'est-ce que nous devons faire en tant que jeunes? Et là, pour vous rafraîchir aussi la mémoire, le développement durable, d'après les rapports de Brundtland, c'est tout simplement le développement qui répond aux besoins des générations présentes, mais sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Autrement dit, c'est juste profiter de tout ce que la planète nous offre comme ressources, mais en veillant à ce que ces ressources-là ne puissent pas disparaître pour les futures générations. On doit les préserver afin qu'eux aussi puissent en bénéficier. Et le développement durable est aussi reconnu par ces trois piliers. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des nations, des institutions qui parlent des quatre ou cinq piliers. On a par exemple l'économie, l'écologie et les sociales. Mais aujourd'hui aussi, on parle de plus en plus aussi de la culture comme quatrième pilier, mais également de la gouvernance comme un cinquième pilier. Alors, qu'est-ce que nous jeunes, on a joué comme rôle dans ce sens-là? Eh bien, le premier rôle, c'est de connaître et promouvoir ces objectifs. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, nous devons tout simplement cliquer en ligne ou sur Google ou dans une plateforme pour connaître c'est quoi les objectifs de développement durable. Il suffit juste de cliquer sur le développement durable. Ça va nous renvoyer dans le site des Nations Unies où on peut avoir toutes les informations sur chaque objectif, sur ses cibles, mais également ses indicateurs et comprendre l'enjeu qui est là derrière. Eh bien, une fois qu'on a cette connaissance-là, on peut aussi promouvoir. Et cette promotion-là peut se passer par des conférences comme celle-ci, où nous avons la possibilité d'en débattre, d'en parler en profondeur. Et vous aussi, quand vous avez cette connaissance-là, pensez aussi à partager aux autres pour les aider aussi à comprendre ces objectifs, mais également les promouvoir. Alors, notre deuxième rôle à jouer, eh bien, c'est aussi de participer aux négociations des programmes. Et donc, chaque année, il y a un sommet sur le développement durable où plutôt, chaque 4 ans, il y a un sommet sur le développement durable qui se passe à New York où on essaie d'évaluer, de voir un peu où nous sommes nous avec ces objectifs. Et le prochain sommet aura lieu en 2027. Là, on va encore évaluer pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et en 2031, ça sera le bilan pour voir, durant les 15 ans, comment est-ce que ces objectifs-là ont marché, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et donc, on peut aussi participer à ce genre d'événements-là pour pouvoir porter aussi haut notre voix. Et une autre chose qu'on peut faire, eh bien, c'est de transformer chaque objectif en une action concrète. Et là, on va parler tout à l'heure de chaque objectif et voir dans quelle mesure chacun, peu importe son domaine, peut contribuer à faire de ça ou à faire passer cet objectif de la théorie et bien, à la pratique. Et donc ici, le premier objectif, c'est pas de pauvreté. Il s'agit de noter que plus de 700 millions de personnes vivent toujours dans une extrême pauvreté dans le monde. Et donc, nous, chers jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, nous pouvons aussi donner ce que nous n'utilisons pas. Ça peut être de la nourriture, des habits, ça peut être autre chose qu'on n'utilise pas qui peut être utile à d'autres. Pensons aussi à donner. Ça peut être aussi des dons qu'on peut faire pour pouvoir aider ceux qui vivent dans des situations compliquées ou dans l'extrême pauvreté. Et donc, on doit être prêt à venir en aide aux autres. Et ça, tous, on est concernés, tous, on peut les faire. Et parlons du deuxième objectif qui est fin zéro. Eh bien, ici, il s'agit de noter que 821 millions de personnes sont sous-alimentées. Et donc, beaucoup d'entre nous aussi, on est conscient qu'on mange mal. La quantité, mais la qualité est très, très mauvaise. Et donc, aussi dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on peut faire comme jeunes pour jouer notre rôle? C'est d'éviter aussi le gaspillage alimentaire. Veiller sur la quantité des choses qu'on mange, mais également sur la qualité. Et là aussi, nous appelons nos amis qui sont dans l'agriculture ou l'agronomie, eh bien, pensez aussi. Déjà, nous vous félicitons d'apprendre ce genre de filière qui vous aide aussi à apporter la solution dans ce sens. Mais nous voulons aussi que vous puissiez apporter des solutions qui ne nuisent pas à la santé. Pensez à des innovations qui vont aider à ce que vous utilisez les biointrants qui vont faire à ce que les sols soient nourris, mais également la santé humaine. Vous allez utiliser les engrais qui vont continuer à nous provoquer des maladies et ainsi
rendre la vie difficile. Et donc, tous aussi, on est appelés à soutenir l'agriculture locale. Eh bien, ceux qui œuvrent dans ce sens-là, soutenons-les. C'est aussi une façon pour nous de jouer notre rôle et ainsi de lutter contre la faim. Et parlons du troisième objectif qui concerne la santé. Il s'agit de noter que nous avons besoin d'un environnement sain et comme on le dit souvent, la propriété chasse les maladies. Et donc, on doit penser à notre santé. Quand on est en bonne santé, ça va nous aider aussi à agir pour pouvoir protéger notre environnement. Et dans ce sens-là, en tant que jeune, on doit prendre bien soin de notre santé. Laver les mains régulièrement, ce sont les fondamentaux. Mais on doit également dormir suffisamment, manger équilibré et faire du sport pour être toujours en forme dans ce sens-là. Et aussi là, nous voulons aussi interpeller nos amis qui sont dans le domaine de la santé ou la médecine. Eh bien, déjà, c'est une très bonne chose dans ce sens-là, être dans ce genre de domaine. Mais nous voulons que vous puissiez faire pas des sermons d'hypocrite, mais d'Hippocrate. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, on voit aujourd'hui beaucoup de gens, des médecins sont devenus des agents marketing, qui sont devenus des commerçants, qui sont devenus des exploitants. Et nous ne voulons pas, en tant que jeunes, être ce genre de médecins-là. Nous voulons respecter la dignité humaine, respecter les droits du patient et surtout apporter des solutions qui vont aider les autres à pouvoir s'en sortir tout en respectant la déontologie médicale. Abordons le quatrième objectif qui concerne l'éducation de qualité. Il est important de noter que 717 millions d'enfants et d'adolescents dans le monde ne savent ni lire ni écrire. C'est alarmant, n'est-ce pas? Et donc, nous, en tant que jeunes, on peut jouer notre rôle pour atteindre cet objectif-là en partageant nos connaissances, ce que nous savons. Et dans ce sens-là, nous voulons aussi chaleureusement féliciter les initiatives comme Chess Green Africa qui démocratisent cette connaissance-là sur la nature qui est malheureusement pas vraiment connue. Et aussi aux experts qui passent ici pour partager leurs connaissances à but non lucratif. Et donc, tous sont encouragés à agir dans ce sens à apprendre aux autres ce que nous connaissons. Soyons des coachs, des mentors pour d'autres jeunes afin de les aider aussi à pouvoir connaître certaines choses que nous savons et ainsi les aider à pouvoir comprendre les enjeux actuels et agir pour préserver la planète et aussi à atteindre des objectifs qui sont devant nous. Et là aussi, nous voulons aussi interpeller nos enseignants, surtout dans nos différents contrées. Nous voulons avoir une éducation qui cadre aussi avec nos réalités. Pas des informations où après la formation, tu es incapable d'entreprendre ou même de travailler. Eh bien, nous voulons des formations qui cadrent avec nos réalités, qui répondent aux besoins africains pour nous aider à mieux apporter des solutions à nos problèmes. Et abordons les cinquième objectif qui est l'égalité des sexes. Eh bien, ici, il s'agit de noter qu'une femme sur trois a été victime de violences physiques ou sexuelles. C'est énorme. Et donc, nous, en tant que jeunes, ce qu'on peut faire, eh bien, c'est de comprendre que physiquement, avec les femmes, on n'est pas égaux, mais sur le plan des facultés, sur le plan des droits, des opportunités, eh bien là, tous, on a le même pied d'égalité. Et donc, nous devons respecter les femmes, leur donner leur place dans la société et surtout lutter contre toute forme de violence, que ce soit sexuelle, verbale, émotionnelle, affective ou physique. Et là aussi, dans ce sens, je voulais également saluer aussi le leadership de chez Esprit Africa. J'ai l'impression de voir pratiquement pas d'hommes. Ce sont les femmes qui tiennent les leads. Et là, je tiens à féliciter Madame Laetitia et toute son équipe de continuer à œuvrer dans ce sens-là. Et donc, chers jeunes, comprenons que les femmes sont là comme nos partenaires. Travaillons ensemble avec eux, protégeons-les et continuons à être là pour elles. Et là, on va passer à l'objectif 7. Et là, ici, il s'agit de la consommation d'eau. Et là, 40% de la population mondiale sont en pénurie d'eau. Donc, plus de 3,24 milliards de gens sur la planète sont en manque d'eau. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous devons éviter le gaspillage d'eau. On doit penser aux autres, sinon aux dangers que courent nos eaux quand on les utilise pour se laver, pour se doucher, et bien aussi pour préparer, pour faire la vaisselle, la lessive, mais également veiller aussi sur la quantité qu'on utilise. Peut-être qu'en Afrique centrale, quand on voit les bassins du Congo, on se dit que l'eau ne finira pas. Mais malheureusement, chaque année, les niveaux sont en train de baisser et les bancs de sable prennent de notre au niveau du bassin du Congo. Et donc, quand on voit ce qui se passe au lac Tchad, quand on voit aussi la condition de nos amis d'Israël, eh bien, ça doit nous interpeller en tant que jeunes à faire bon usage de nos ressources d'eau. Et en parlant de l'objectif 7, qui concerne l'énergie, 3 milliards de personnes souffrent de manque d'électricité. Et peut-être que là, jusqu'à là, on dit merci.
Mais quand vous allez entendre qu'il y a une coupure ici, ça va vous étonner parce que ce sont nos réalités. Et donc, ça montre qu'il y a un sérieux problème dans ce sens-là que nous devons agir. Ceux qui sont dans le domaine électrique, eh bien, agissez. Trouvez des solutions innovantes avec les énergies renouvelables pour limiter l'impact écologique, mais également assurer aussi le bien-être. Et dans ce sens-là aussi, tous on est interpellés. Quand on n'utilise pas nos ampoules et nos appareils, ils ne sont pas branchés. Pensons aussi à éteindre nos ampoules, à éteindre nos appareils quand on ne les utilise pas. C'est aussi une façon pour nous de contribuer à l'atteinte de cet objectif-là qui concerne l'énergie. Alors, l'objectif 8, qui concerne le travail, eh bien, un cinquième des jeunes dans le monde n'a pas d'éducation, d'emploi et de formation. Et donc, c'est à nous, chers jeunes, de pouvoir créer ces emplois-là pour d'autres jeunes. Et donc, n'attendons pas l'État. On sait les réalités dans nos pays. Et donc, si on n'agit pas et qu'on attend toujours, eh bien, nous allons rester là, sans emploi et aussi continuer à perpétuer cette habitude. Et donc, c'est à nous de pouvoir entreprendre les actions qui vont faire à ce qu'on puisse nous soutenir et nous aider aussi à pouvoir aider d'autres jeunes à s'en sortir. Et donc, nous devons promouvoir également les compétences et les métiers verts qui concourent à la protection de notre planète. En parlant de l'objectif 9, qui concerne, eh bien, l'assainissement, essaie de noter que les routes, l'eau, l'assainissement, l'électricité restent des sérieux problèmes dans de nombreux pays en développement et chacun de nous ici est conscient en ce qui concerne la réalité de son pays. Et donc ici, nous voulons ce que nous puissions avoir des industries qui sont responsables et respectueuses de l'environnement, des industries qui ont un impact environnemental et social moins significatif. Et dans ce sens-là aussi, c'est à nous, chers jeunes, de promouvoir des innovations dans ce sens-là. Et nos amis qui sont dans les BTP, bâtiments et travaux publics, c'est à vous de trouver aussi des solutions innovantes sur des constructions durables, des infrastructures qui tiennent, qui sont résilientes, mais également qui concourent à protéger notre planète afin que nous puissions avoir un cadre de vie agréable. Alors, l'objectif 10 qui concerne l'égalité, eh bien, les 40% des plus pauvres de la planète gagnent moins de 25% du revenu mondial. C'est injuste, n'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce que nous, on va faire en tant que jeunes? Eh bien, c'est de soutenir les personnes marginalisées et désavantageuses, notamment celles vivant avec un handicap, des peuples autochtones, des communautés locales, et évitons l'exploitation de l'homme. On se plaint tout le temps parfois par rapport à ce qui s'est fait, mais nous aussi, on doit y penser et tenir compte de cela afin de préserver l'égalité, peu importe là où nous sommes, peu importe les postes de responsabilité que nous avons, pensons à faire des choses pour le bien-être de tous, égalité et équité. Et l'objectif 11, qui concerne nos villes, eh bien, 90% des résidents urbains respirent un air pollué. On est mort, chers amis. Et donc, c'est à nous de pouvoir agir dans ce sens pour rendre nos villes écologiques, mais également des villes qui permettent de vivre tant soit mieux dans les meilleures conditions. Et donc là aussi, on peut privilégier le vélo, la marche, le transport en commun. Tout cela aussi peut nous aider à réduire notre poids de carbone et ainsi à faire à ce que notre air ne soit pas aussi pollué que jusqu'à arriver à 90%, ce qui nous cause des maladies respiratoires, ce qui nous cause beaucoup de problèmes de santé aujourd'hui dans nos villes. Et l'objectif 12, eh bien, ici, nous voulons à ce que nous puissions modifier nos modes de consommation et de distribution. Tenez-vous bien, d'ici 2050, il faudra l'équivalent de 3 planètes Terre pour maintenir le mode de vie actuel. Donc, notre mode de vie existe sur 3 planètes. Vous imaginez, c'est grave, hein. Et donc, c'est alarmant et c'est à nous de penser à apporter un changement transformateur dans nos modes de production, de distribution, de consommation et même d'élimination. Et donc, pensons à utiliser les poubelles, les récipients de papier, les plastiques, les verres, l'aluminium, au lieu de pouvoir jeter les choses n'importe comment. Pensons à mettre ça dans un endroit où on peut facilement recycler, réutiliser et ainsi réduire la consommation des déchets dans notre environnement et rendre notre environnement vulnérable. Et l'objectif 13, qui concerne les questions climatiques, eh bien, tous ici, on est conscients de comment est-ce que le changement climatique nous frappe dans nos pays à travers des événements climatiques extrêmes comme les inondations, la sécheresse. Eh bien, nous devons agir dans ce sens-là. Et les émissions globales de CO2 ont augmenté de près de 50% depuis 90. Et là, ça continue à augmenter. Et donc, nous devons agir pour arrêter les changements climatiques en faisant des modifications dans notre façon de produire et de consommer.
en limitant les émissions, mais également en entreprenant des actions qui vont pouvoir aider à réduire l'empreinte carbone, notamment la forestation et les reboisements. Et dans ce sens-là également, nous avons aussi la vie aquatique. Eh bien, tenez-vous bien, chers amis, d'ici 2050, la quantité de déchets plastiques va dépasser la quantité de poissons dans les océans. C'est grave, n'est-ce pas? Vous imaginez l'océan avec des milliards de poissons, mais on vous dit qu'il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans d'ici 2050 si rien n'est fait. Et donc, nous devons éviter les sacs plastiques parce que les mêmes plastiques que nous déversons sur nos cours d'eau qui arrivent à la mer, ce sont ces mêmes plastiques-là qui sont ingérés par les poissons. Et ce sont les mêmes poissons que nous mangeons. Et après, ça nous cause des maladies graves qu'on n'arrive pas à soigner et ça devient difficile. Et donc, c'est à nous d'agir pour pouvoir protéger nos écosystèmes aquatiques, mais également marins. Et la vie sur Terre, eh bien, les forêts hébergent plus de 80% des espèces terrestres d'animaux, de végétaux, mais également d'insectes. Et nous devons penser à préserver nos forêts. Pensons à planter un arbre et cela va contribuer non seulement à réduire les émissions de carbone, non seulement à stabiliser nos sols, mais également à offrir un habitat et à profiter aussi de tous les services écosystémiques que les forêts nous rendent. Tenez-vous bien, juste les forêts peuvent répondre à tous les 17 objectifs de développement durable. S'il faut parler de la faim, la pauvreté, la santé, la forêt nous offre tout ça. Le cadre de vie, tout ça, c'est la forêt. Et donc, c'est très important pour nous de préserver la forêt afin que nous puissions continuer à tirer parti des services écosystémiques. Et l'objectif numéro 16, qui concerne ici la paix et la sécurité, eh bien, en 2024, d'après le HCR, 123 millions de personnes ont fui la guerre, les persécutions et les conflits. Et aujourd'hui, on connaît bien les conflits qui se passent dans le monde. Et donc, nous, en tant que jeunes, devons être des pacificateurs. Nous devons refuser toute forme de violence, toute forme de guerre. Nous devons être des gens qui privilégient la paix, mais également la justice et les gens qui respectent les droits humains. Et c'est de cette façon-là qu'on peut atteindre l'objectif 17 en travaillant en partenariat pour atteindre ces objectifs. Tenez-vous bien, si d'ici 2030, on arrive à atteindre les objectifs du développement durable, eh bien, on va générer 12 000 milliards de dollars sur les marchés, mais également on va créer 380 millions d'emplois d'ici 2020, d'ici 2030, pardon. Mais malheureusement, d'après un rapport de 2022, après ces objectifs ont été adoptés 7 ans, juste 12% ont été atteints. Et donc, il y a un problème. Et donc, c'est à nous, chers jeunes, d'interpeller nos gouvernements afin d'augmenter les financements du développement durable. Mais également, il nous faut entre 5 à 6 milliards chaque année pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et donc, c'est à nous d'interpeller les jeunes qui vont dans ce sens-là, en interpellant nos gouvernements à travers des plaidoiries, des manifestes pour pouvoir les pousser à beaucoup plus investir dans le développement durable et ainsi assurer un avenir meilleur pour nous, mais également pour nos futurs enfants. Alors maintenant qu'on a compris notre rôle, chers jeunes, abordons à présent les opportunités d'entrepreneuriat qui existent dans ce sens-là qui peuvent nous aider aussi à entreprendre une action. Et donc, l'entrepreneuriat, tout simplement, je dirais, c'est juste apporter des solutions aux problèmes qu'on trouve dans notre société et dans notre environnement, pas seulement en cherchant la rémunération. Et ici, nous, on veut être des entrepreneurs sociaux et écologiques. Ça veut dire quoi? On cherche un impact social élevé, mais également un impact écologique élevé, mais tout en ne minimisant pas aussi la rémunération. Et dans ce sens-là, vous convenez avec moi que pour entreprendre, eh bien, c'est pas du jour au lendemain, on doit être formé. Et c'est de cet objectif-là que je vais vous partager avec vous quelques opportunités de formation qui peuvent vous aider, vous montrer réellement quels sont les besoins qui existent et les opportunités que vous pouvez avoir pour pouvoir entreprendre afin d'atteindre les objectifs de développement durable et préserver notre biodiversité. Et la première plateforme que j'aimerais partager avec vous ici, il s'agit de l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Comme vous avez écouté les noms, c'est carrément ça. Et là-bas, on propose des formations qui répondent à chaque objectif du développement durable. Vous avez les formations, par exemple, sur les droits de protection de l'environnement, sur l'économie de l'environnement, sur les ressources naturelles, des formations sur les enjeux d'actions de développement durable, qui est carrément ce qu'on dit ici. Aujourd'hui, on peut tout faire, mais s'il n'y a pas de financement, eh bien, on ne va rien atteindre. Et donc, il y a une formation sur le financement de la biodiversité qu'on peut suivre pour pouvoir savoir
comment on peut mobiliser des ressources pour préserver notre biodiversité. Et là, en dessous, il y aura une formation sur l'agriculture durable. Eh bien, je vous encourage tous à participer à ce genre de formation-là. Et il y a aussi une formation sur les métiers et les technologies de l'environnement. Ça, c'est une formation très capitale que je vous encourage à suivre. Et là-dedans, vous allez aborder les thèmes comme la gestion, le traitement de l'eau, technologie numérique, on va vous parler des blocs verts, des technologies vertes. Vous allez aussi apprendre, par exemple, sur l'énergie durable et renouvelable, comment on fait les panneaux solaires, l'énergie hydraulique, éolienne, et ainsi de suite, et comment vous pouvez entreprendre dans ce sens-là. Vous avez aussi construction durable, comment on fait les bâtiments éco-construits et comment on peut agir dans ce sens-là, utiliser des matériaux qui ne polluent pas et qui n'émettent pas de CO2, mais qui offrent un cadre de vie agréable. Vous avez aquaculture, agriculture et agroforesterie. Ça aussi, c'est très capital aujourd'hui. Vous avez aussi des formations, par exemple, sur voilà, la foresterie, la sylviculture. Vous avez gestion des déchets. Et cette formation est très capitale parce que là-dedans, on va vous montrer comment collecter, gérer, réutiliser, sinon recycler les déchets organiques, plastiques et textiles. Et donc, c'est très capital pour vous. Industrie équipement, si vous avez des aspirations d'être consultant en environnement, eh bien, là-bas, une formation sur ISO 14001 qui concerne l'environnement, ça peut aussi vous aider à voir comment ça se passe et comment vous pouvez agir. Urbanisation, mobilité durable, et là, ce ne sont pas des voitures électriques, l'utilisation des vélos et tout ça. Sur ce genre de formation, va vous ouvrir les yeux pour pouvoir voir dans quelle mesure agir. Biotechnologie, aujourd'hui, on nous importe des fruits dans nos supermarchés. Et tu manges une orange qui n'a pas de graines, des bananes, tu ne sais même pas si c'est le goût de la banane ou pas. Eh bien, si on a des consciences dans ce sens-là, on peut apporter des solutions. Et aussi, innovation. Là, on va vous parler de comment vous pouvez breveter votre innovation et comment vous pouvez avoir aussi votre certification. Ce sont des très belles formations qui vont vous aider et ces formations-là sont directement liées au développement durable. Et hormis ça, j'aimerais également partager avec vous d'autres plateformes de formation qui vont vous aider dans ce sens. Vous avez notamment CABES, qui est Capacity Development for Experts on Biodiversity and Ecosystem Services. C'est un projet qui donne des formations pour gérer les interfaces sciences politiques pratiques sur la biodiversité, les changements climatiques et les services écosystémiques. Donc, vous êtes dans cette interface-là, vous apportez des solutions scientifiques au niveau des politiciens et au niveau des gens qui appliquent ces solutions-là, notamment les chefs d'entreprise, les communautés locales, indigènes, autochtones, ainsi de suite. Et donc, là-dedans, vous aurez des formations sur beaucoup de thématiques, sur la biodiversité, les connaissances autochtones, mobilisation des ressources, sur les solutions fondées sur la nature. Il suffit juste d'aller en ligne, cliquer KBS Online, vous aurez toutes ces informations-là. Et à côté de ça aussi, il y a tout un programme de master dont je fais aussi partie, qui forme les experts africains dans ces questions-là. Et je pourrais également partager avec vous comment vous pouvez accéder à tout cela. Alors, vous avez aussi e-learning, Learning for Nature, ça c'est promu par PNUD. Là-bas aussi, il y a beaucoup de formations. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a dit qu'il y a un déficit. Il nous faut 5 à 6 milliards de dollars chaque année pour pouvoir pallier à nos problèmes de biodiversité. Mais là-bas, on va vous apprendre comment mobiliser des ressources de financement pour conserver la biodiversité. Et à côté de cela, vous avez aussi cette plateforme de Kinnick, qui est la Convention sur les changements climatiques. Là-bas, je vous encourage aussi à suivre cette formation-là, Becoming a Climate Champion. C'est une formation qui va vous aider à voir c'est quoi le leadership, c'est quoi la gestion de projet dans la même formation, de l'idée jusqu'à l'implémentation. Ça va vous apprendre le principe de ne pas laisser quelqu'un derrière, mais également, ça va vous apprendre aussi la communication. Et donc, c'est une très bonne formation que vous pouvez suivre pour vous aider à pouvoir entreprendre dans le développement durable. Si vous voulez aussi vous connecter à l'échelle internationale, vous avez aussi DBN qui peut vous aider à voir les jeunes aussi qui entreprennent dans la biodiversité. Et ici, en fait, c'est une plateforme de la jeunesse qui est sous la Convention sur la diversité biologique. Et à côté aussi, vous avez Yungo qui est dans l'équilibre sur le changement climatique, qui est aussi une plateforme des jeunes qui œuvrent dans ce sens-là. Et je voulais aussi partager avec vous une initiative aussi africaine qui est le CEPLA, compte de leadership du programme africain. Là-bas, vous aurez des formations sur les business entrepreneurship, pour entreprendre, vous aurez des formations sur le civic leadership, comment créer une ONG, gérer une ONG afin d'avoir un impact social et écologique. Et vous avez aussi une formation sur le public management, comment gérer la chose publique. Ce sont des opportunités qu'on a en tant que jeunes pour apprendre et ainsi entreprendre une action. Et là aussi, la dernière plateforme, c'est United People Globally, qui est UPG. Là, vous avez des formations sur la gestion de projet, sur le développement durable, sur plus de paroles en public, sur tout ce qui est lié à la durabilité. Et à côté aussi, ils ont une formation sur l'entrepreneuriat. Allez sur Internet, cliquez juste ce nom-là, vous aurez toutes les informations et ainsi vous former pour pouvoir agir dans ce sens. Alors, cela étant dit, pour agir, eh bien, il y a quatre piliers
fondamentaux qui vont vous aider dans ce sens. Le premier pilier, c'est la sensibilisation. Ça veut dire quoi? Avant d'entreprendre quoi que ce soit, on doit d'abord être éduqué, informé sur ce à quoi on veut entreprendre. Et une fois qu'on a cette connaissance-là, on doit s'inspirer de ceux qui travaillent déjà dans ce sens-là. Et aussi, on doit prendre en compte les besoins environnementaux et sociaux autour de nous. Et cela va aussi nous aider. Et pour y arriver, nous devons maintenant avoir le deuxième pilier qui est la conviction. On doit renforcer notre motivation à agir pour notre bien-être, pour le bien-être des autres, mais également des générations futures. Et là, il nous faut un mindset entrepreneurial. Parce que si on n'a pas le mindset entrepreneurial, c'est difficile d'entreprendre. Et dans ce sens-là, on peut lire des livres qui existent pour nous aider à booster cette mindset-là et avoir toujours l'envie là de pouvoir aider les autres. Et nous voulons aussi un leadership éthique. On n'entreprend pas seulement pour chercher des rémunérations en acceptant de tout faire ou de tout vendre, produits, services néfastes à l'homme ou à l'environnement juste pour acquérir de l'argent. Non. Nous voulons avoir un impact social et écologique. Et le troisième pilier qui va vous aider dans ce sens, c'est la collaboration. Nous avons besoin d'un réseau et un mentor. On ne peut pas entreprendre seul. Nous devons collaborer avec ceux qui œuvrent dans le même système et cela va nous aider aussi parce que tout projet lié à la biodiversité ou au développement durable est interdisciplinaire. Et donc, se connecter avec beaucoup de connaissances, ça va aussi nous aider dans la co-création des connaissances. Et là aussi, on doit compter sur notre communauté parce que c'est la communauté qui va acheter nos produits et services et c'est la communauté qui va nous aider à avoir un impact élargi. La communauté deviendra pour nous des agents publicitaires à travers tout ce que nous apportons comme produits et services. Et donc, nous devons entretenir une bonne relation avec ceux qui sont autour de nous et surtout être résilients. Quand on veut entreprendre, on va certainement recevoir des critiques. Peut-être qu'on commence petit, ça va être compliqué, mais si on est résilient, eh bien, on apportera des changements qui vont nous aider, mais également aider aussi les générations futures. Et en ayant ces quatre piliers, peut-être que vous pouvez aussi vous demander, bon, après qu'on a dit tout cela, qu'est-ce que nous-mêmes aussi on fait pour pouvoir avoir aussi cette opportunité-là de pouvoir s'adresser à vous dans ces genres de thématiques? Eh bien, déjà, j'essaie de noter que, comme la plupart d'entre nous, je suis également étudiant, mais à côté de mes études, j'essaie de tout faire en fait, faire des choses qui vont aussi dès à présent, parce que il n'y a plus de temps à perdre, c'est maintenant qu'il faut agir. Et dans ce sens-là, je vais aussi partager avec vous ce que nous faisons en tant que jeunes pour pouvoir jouer sur notre rôle de façon pratique sur la biodiversité et le développement durable. Alors, la première structure que j'aimerais vous présenter ici, c'est MJAT, qui est la Maison des jeunes agriculteurs durables, qui est une structure qu'on a créée après qu'on a fait une formation, parmi les formations que je vous ai présentées sur l'IFDD. On a eu la chance d'être à Kinshasa, à l'université de Kinshasa, pour pouvoir suivre une formation pratique qui nous a aidé à faire l'agriculture durable avec des biointrants. Et grâce à cette formation, une fois rentré au pays, on a pu faire cette structure-là qui nous a aidés. Et ici aussi, on va pouvoir voir, on est reconnu au Forum global sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Alors, on a essayé d'entreprendre dans l'agriculture durable. Et là, notez, tout ce qui est fait ici, c'est avec les biointrants. Bon, chers amis agronomes, vous allez m'excuser, je ne suis pas en tenue, voilà. Et donc, c'est mon collègue ici qui est technicien. Et vous voyez là quelques résultats de nos produits. Tout est fait ici avec des biointrants. Et là, à côté, on a aussi fait des charbons écologiques, toujours pour pouvoir lutter contre la déforestation et offrir un charbon qui est respectueux de l'environnement. Et à côté aussi, on a IMCC Academy. Ici, on a voulu œuvrer dans l'éducation parce qu'aujourd'hui, comme on a dit, beaucoup d'enfants manquent d'éducation et surtout, nous, on a ciblé les bacheliers parce que beaucoup, après les bacs, ils ne savent pas ce qu'il faut faire à l'université. Et dans ce sens-là, nous accompagnons les jeunes pour intégrer les filières qui œuvrent dans le développement durable, précisément comme au Brazzaville, dans l'Université d'excellence d'initiation Guesso. Et dans ce sens-là, l'année dernière et cette année, on a accompagné plus de 500 jeunes à pouvoir réussir leur concours. Et là, à côté, nous avons aussi un projet qu'on va bientôt mettre en œuvre qui est IMCC Consulting, qui est un cabinet de consulting qui va accompagner les organisations, les gouvernements et les sociétés à pouvoir intégrer les enjeux environnementaux dans leurs projets, mais également mobiliser des ressources pour pouvoir conserver la biodiversité. Et là, vous avez aussi notre engagement en ce qui concerne les questions environnementales. Là, on participe à un concours qui couronne les ambassadeurs de l'écologie du bassin du Congo. Et ça demande vraiment un engagement écologique. Et là, on participe à l'assainissement. Et là, à côté, on participe aussi à la sensibilisation des autres jeunes et ce qui nous a aidé aujourd'hui à être décoré comme ambassadeur de l'écologie du bassin du Congo. Et à côté de cela, toujours pour pouvoir jouer pleinement notre rôle dans des grands débats internationaux, là, c'est notre participation au sommet des trois bassins forestiers mondiaux, bassin du Congo, Bornéo, Mekong et bassin d'Amazonie. Et à côté, vous avez notre participation à la conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Et à côté aussi, notre participation à la télé régionale du CABES, qui prend en compte la plupart des pays africains
pour les questions de développement des plateformes nationaux sur les questions de biodiversité. Et là, à côté, nous vous voyons aussi en train de participer au planting d'arbres à la Journée internationale des arbres. Et pour boucler, j'aimerais vous présenter aussi Youth Opportunities. Ça, c'est un groupe WhatsApp qu'on a créé pour pouvoir partager avec les autres tout ce qu'on peut avoir comme opportunité dans l'environnement, le développement durable. Et là-dedans, on a déjà près de 200 personnes dans le groupe de beaucoup de pays à travers le monde entier, notamment en particulier les jeunes. Alors, ce qui est retenu de cette présentation, eh bien, en conclusion, d'après la Banque mondiale, d'ici 2050, 1 milliard de jeunes vont s'ajouter et il n'y aura d'emploi que pour 600 millions de jeunes. Et donc, les 400 millions seront au chômage. Et donc, nous, les jeunes aujourd'hui, nous constituons l'espoir pour ces générations futures. Non seulement en leur assurant un cadre de vie agréable en préservant la biodiversité, mais également en leur fournissant des emplois respectueux de l'environnement, mais également qui vont les aider à s'en sortir. Et donc, chers jeunes, formons-nous, armons-nous une action sur de l'éducation pour un changement transformateur de nos sociétés et surtout, passons à l'action. N'oublions pas qu'une petite action locale peut avoir un impact global. Et donc, commençons petit, grandissons progressivement. La planète a besoin de nous, notre génération a besoin de nous, mais également les générations futures ont besoin de nous. Par conséquent, agissons, 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 chers jeunes. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Janice, pour cette présentation très intéressante. Donc, nous allons passer aux questions et réponses. Si vous avez une question ou un commentaire, utilisez votre main virtuelle, vous la levez et puis quand je vous donne la parole, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question ou faire votre commentaire. Une fois encore, merci pour vraiment une présentation très, très intéressante. C'est vrai que elle est un peu alarmante. Les statistiques sont vraiment alarmantes, mais vraiment, c'est important que nous soyons au courant de ces choses-là pour qu'on change de comportement, qu'on fasse attention à ce qu'on fait. Moi, ma question, c'est par rapport à l'entrepreneuriat vert. J'aimerais savoir si vous pouvez donner des exemples d'entrepreneuriat vert qui réussissent aux jeunes Africains. Et aussi, si vous avez une idée du genre de projet d'entrepreneuriat vert du futur, qui seront, vous pensez, dans le futur seront les plus successful, les plus rentables, par exemple. Ok, merci beaucoup, Madame Laetitia. C'est une très belle question. Alors déjà, en ce qui concerne les projets d'entrepreneuriat verts qui réussissent, aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes, surtout ici chez nous en Afrique, faire à ce qu'on puisse réduire l'impact qu'on a sur nos forêts en produisant des charbons verts. Beaucoup entreprennent dans ce sens-là. Désolé. À côté de ça aussi, on a la fabrication des pavés où on revalorise les déchets plastiques en pavés écologiques, mais également en briques qui permettent de construire des logements. Et beaucoup aussi œuvrent dans l'agriculture en utilisant des biointrants qui permettent à ce qu'il n'y ait pas de conséquences négatives sur les sols, mais également la biodiversité. Et à côté de cela aussi, beaucoup de jeunes aujourd'hui œuvrent aussi dans tout ce qui est métiers verts, notamment les green skills, à travers la fabrication des panneaux solaires, de l'énergie éolienne, donc tout ce qui est énergie durable, et aussi la construction durable à travers l'utilisation des autres matériaux comme les chambres, la paille ou d'autres qu'on peut utiliser pour pouvoir construire des logements qui n'émettent pas les CO2, mais aussi qui offrent une fraîcheur qu'on n'a pas besoin de climatisation pour ces genres d'habitation-là. Donc ça, c'est quand même quelques exemples qu'on voit aujourd'hui des jeunes qui vont un peu dans ce sens-là. Et dans l'avenir, alors, face au changement climatique qui ne fait que, voilà, frapper nos écosystèmes et nos modes de vie, il va falloir trouver des solutions innovantes, notamment déjà dans l'énergie, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus les énergies fossiles qui émettent du CO2 dans l'atmosphère. Et donc, il va falloir trouver des solutions en ce qui concerne comment, petit à petit, faire passer de cette énergie fossile aux énergies renouvelables. Et donc, beaucoup de recherches innovantes déjà dans ce qui est éolien, dans tout ce qui est hydroélectricité, dans tout ce qui est la biomasse et aussi chercher à voir comment limiter aussi ces impacts. Parce que bien que ces énergies sont renouvelables,
ont moins d'impact sur l'écologie, mais si on prend par exemple les éoliens, entretenir les batteries, tout ça, ça demande quand même, voilà, il y a encore un impact écologique qui est là. Et l'idée, c'est de faire des recherches pour pouvoir apporter des solutions, mais qui n'auront vraiment pas d'impact significatif dans l'environnement, mais également aussi pour la santé humaine. Et aussi, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui ne fait que prendre de l'ampleur, eh bien, c'est aussi réfléchir comment on peut s'en servir pour trouver des solutions adéquates? Parce qu'aujourd'hui, sur les émissions aussi liées à l'utilisation de nos appareils électroniques, ça aussi, ça contribue beaucoup. Et donc, l'idée aussi, c'est de trouver des solutions innovantes pour pouvoir utiliser ces intelligences-là afin de gérer, par exemple, nos déchets, afin de les recycler, afin aussi de pouvoir accompagner des solutions écologiques en ce qui concerne l'énergie, en ce qui concerne la gestion de l'eau, en ce qui concerne la préservation de nos forêts, de nos espèces, faire le suivi, tous ces éléments-là innovants peuvent aider aussi à pouvoir pallier aux problèmes que nous avons aujourd'hui et aussi à anticiper ce qui va venir dans l'avenir. Ok, ok, merci beaucoup. Euh, Si je ne vois pas votre main, que vous avez la main levée, ouvrez votre micro, hein. Là, je ne vois personne, je ne vois pas de questions dans le chat box non plus. Ok, je vois deux mains levées. Je vais donner la parole à Monsieur Amancio. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous m'écoutez? On vous reçoit 5 sur 5. Ok. Je ne parle pas bien le français. Je ne sais pas si je peux faire la question en anglais. Monsieur Chanis, il peut parler l'anglais, poser sa question en anglais. Allez, Oui, exactement. ok, oui. Donc, allez-y. Okay, thank you very much, Janice. Very nice presentation. I'm very happy that you're posting everything that we already have been talking about in the last years, and it's very important for the youth today. But you can respond in French later, because I understand it will be good for the other people also. And I would like to know how can we integrate everything that you have been talking about, like presented to the government? How can the youth get integrated into the government system? Because you've been talking about really nice things, like a good initiative, but how can our government integrate all those things into their system to make sure that things are happening? Because a lot of times things get stuck and we want to see how things move. How can the youth in this case get involved into the government to push these kind of things? Ah, ok. Et donc, sa question, c'est par rapport à l'une des manières qu'on a comme jeunes à s'engager, notamment à pouvoir intégrer nos idées avec ceux qui gèrent nos gouvernements et qui prennent des décisions, parce qu'on se Ok. rend compte que nos gouvernements sont de plus en plus opaques et qu'on ne laisse pas la place aux jeunes. Comment on peut faire, nous, en tant que jeunes, à pouvoir faire intégrer nos idées à ceux qui gouvernent afin de prendre des décisions pour pouvoir assurer le bien-être social et environnemental? Alors, c'est une très belle question, Amacho. C'est vraiment un challenge qu'on a en tant que jeune, parce que déjà, on pense qu'on n'a pas assez d'expérience. On pense que, bon, on n'a pas grand-chose à apporter parce qu'on ne connaît pas les enjeux. Mais malheureusement, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas comme les jeunes d'hier. On a beaucoup à faire et on porte aussi beaucoup de changements dans ce sens-là. Et donc, ce qu'on peut faire déjà, je crois que au niveau des pays, c'est déjà des actions que nous entreprenons dans les associations. Et ces actions-là, on doit les faire parler. Parce que c'est en se faisant connaître qu'on peut interpeller les gens. Par exemple, si on a des activités qu'on fait, on mène des actions concrètes, peut-être pour former d'autres jeunes, pour protéger notre planète, eh bien, on doit communiquer sur ces informations-là, les poster dans les réseaux sociaux, mais également faire des émissions télévisées qui vont certainement aussi toucher ceux qui sont là et qui gouvernent. Et à côté de cela aussi, dans beaucoup de pays, on a ce qu'on appelle peut-être le conseil consultatif de la jeunesse, je ne sais pas comment on appelle ça dans chaque pays. On peut aussi se rapprocher auprès de ce genre de personnes-là pour émettre nos idées. On peut écrire des manifestes, on peut écrire aussi des plaidoiries dans ce sens-là pour pouvoir soumettre à ceux qui gouvernent. Ça peut être passé par les ministères de l'Environnement ou de l'économie forestière pour pouvoir donner nos idées en tant que jeunes. Et aussi, quand il y a des manifestations liées aux questions de biodiversité, on peut aussi y participer. Et quand on participe, on peut chercher des connexions
avec ces grandes personnalités-là, créer des relations. Et quand on a des relations pareilles, on peut aussi, voilà, présenter ce que nous on fait en tant que jeunes. Et ce sont ces personnes-là qui peuvent porter aussi notre voix à l'échelle la plus élevée. Et ainsi, on peut intégrer nos idées dans ce sens-là. Je vais donner la parole à Monsieur Toano Abalo. Merci bien, Madame Laetitia. Bonjour à tous. Je suis Toano Abalo, agroéconomiste depuis le Bénin. Et je remercie beaucoup le collègue pour sa présentation. Et j'ai appris beaucoup. J'ai suivi avec intérêt. J'ai deux préoccupations malgré ma compréhension de la thématique. Et ceci, c'est pour qu'ils puissent vraiment, sur la base de ces expériences vécues, et aussi pour le mindset, de pouvoir nous donner, nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que dans sa présentation, j'ai compris, et il a donné un chiffre 12% pour le taux d'exécution ou l'atteinte des objectifs du développement durable. Hmm, c'est très bien, au début de sa présentation, il a donné des chiffres, 10 000, 5, et voilà, nous sommes à 5 ans, moins de 5 ans même de la fin pour vraiment évaluer et dire qu'il y a vraiment d'impact et qu'on est à 12%. Qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les actions et quel est l'enjeu par rapport à ce chiffre? Et est-ce que cela veut dire que le projet a échoué ou le programme a échoué ou qu'est-ce qu'il faut? L'autre préoccupation, c'est concernant la déclaration. Je ne sais pas si c'est bien placé de poser cette question ici, mais ça a fait l'objet d'un débat dans l'un de nos forums WhatsApp. Donc, j'aimerais poser la question ici pour que peut-être il y aurait plus de compréhension et je pourrais toutefois aussi faire un matching avec toutes les informations que j'ai pu donner aux collègues dans ce groupe WhatsApp. C'est par rapport à la déclaration du président américain Trump qui dit ceci: le changement climatique est la plus grande arnaque jamais menée contre le monde. Ça, je ne sais pas si le communicateur peut vraiment nous dire, et si pour cette déclaration, qu'est-ce que lui en retient, et peut-être d'autres peuvent intervenir. Merci. Merci beaucoup, monsieur Abado, en tout cas, des très bonnes questions, des très, très bonnes questions. Déjà, pour la première question, en ce qui concerne les 12% en 2022, bon, on ne sait pas aujourd'hui si ça a évolué. Le grand challenge qu'on a ici, c'est les financements. Parce que, d'après les Nations Unies, il nous faut minimum 5,4 trillions de dollars ou 6,4 trillions de dollars chaque année pour atteindre ces objectifs. Malheureusement, on arrive à avoir seulement des milliards de dollars, des trillions plutôt pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc, ce qui fait que l'écart est tellement conséquent, tellement grand, qu'il n'y a pas assez de financement et du coup, on arrive à rien faire. Et donc, le projet échoué, bon, c'est quand même compliqué à dire, mais on attend parce que chaque 4 ans, il y a des réunions comme ça pour pouvoir évaluer où en sommes nous. Et déjà, avec des évaluations précédentes, on se rend compte que c'est quand même difficile à atteindre, mais on va attendre les bilans en 2031 pour voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Et donc, pour pouvoir pallier à ces problèmes, il faut juste vraiment mobiliser les ressources et aussi investir dans tout ce qui est projet innovant dans l'économie verte. C'est de cette façon-là qu'on peut arriver tant soit peu à pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc, on peut faire des études, présenter des résultats, faire des manifestes, des plaidoiries, mais s'il n'y a pas de financement, en tout cas, on ne peut rien faire. Le grand challenge est celui-là, mais aussi également la décision politique. Vous allez vous rendre compte que dans la plupart de nos pays, on investit beaucoup plus sur les activités qui sont néfastes à l'environnement. Et aussi à l'échelle globale, vous voyez que la biodiversité apporte beaucoup, mais c'est juste 52 milliards de dollars que les États essaient d'investir pour préserver la biodiversité, alors qu'on a besoin minimum de 700 milliards. Donc l'écart est tellement criard que la biodiversité, ce n'est pas une priorité pour la plupart de nos gouvernements. Et donc là, il va falloir un changement transformateur. Et c'est ce qui confirme même votre deuxième question des propos de Trump, qu'il a parlé de l'arnaque. Alors, c'est une déclaration qui est faite, déjà, qui n'a pas de base scientifique. Et donc,
c'est quand même à prendre avec beaucoup de recul. Et aussi, aujourd'hui, c'est vrai, peut-être que quand on est climato-sceptique, les réalités sont là, mais on essaie un peu d'esquiver. Mais juste aux États-Unis, ils ont été frappés récemment avec les feux de forêt. Mais à côté de cela, en Floride, chaque année, il y a des cyclones qui sont là. Mais à quoi est dû ce genre de phénomène-là? C'est parce qu'il y a tellement de la chaleur que la forêt ne supporte plus et la forêt s'explose avec des feux. Et aussi, les cyclones, tellement l'impact est criard sur nos cours d'eau. Et il y a des volcans océaniques et aussi, à côté de cela, la fonte des glaces qui fait à ce que, voilà, l'eau augmente facilement et en cas de problème, on est inondé et ça cause beaucoup de dégâts. Et donc, face à l'évidence, personnellement, on dit que les propos de Trump ne tiennent pas debout. Mais face à lui qui est, voilà, homme d'affaires économiste, il voit ses intérêts économiques, mais il ne voit pas l'impact écologique et social. Du coup, voilà, ce genre de propos peut être tenus. C'est ce que je peux dire à ce propos. Merci pour la question, Monsieur Abalo. Je vais donner la parole à Monsieur Ariost. Vous pouvez ouvrir votre micro. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Maito Karios Kenevis, master en gestion de l'environnement à l'école normale d'agronomie de foresterie Mariam Wabi au Congo-Brazzaville, au République du Congo, précisément à Brazzaville. Donc, je tiens à féliciter Monsieur Chani Inyanga pour sa présentation et pour la puce à l'oreille à tous les jeunes, à la jeunesse africaine. Vraiment, c'est très encouragé et ça nous motive. Donc, ma question est la suivante. Ma première question. Alors, dans le cadre ici au Congo-Brazzaville, personnellement, je me rends compte qu'à chaque fois que les élèves ont le bac, il y a cette difficulté-là d'aller à l'université du fait des problèmes sociaux dont nous sommes rencontrés, surtout sur la création de l'emploi. D'autres disent même que non, on va à l'université, on va le faire quoi à l'université? Peut-être faire des formations supérieures, qu'est-ce qu'on va faire avec, étant donné que non, il n'y a pas de l'emploi. Maintenant, comment il faut faire pour essayer de ramener cette remise en conscience de cette génération-là qui doivent eux-mêmes également se rendre compte du fait des réalités qui est là et la prise d'engagement de pouvoir savoir que non, notre planète dépend de ce que nous faisons. La deuxième question est aussi la suivante sur l'engagement associatif. Aujourd'hui, à la majorité des jeunes, surtout dans le cadre ici toujours au Congo, donc nous devons nous engager au niveau des associations, mais qui à but non lucratif. Mais entre-temps, les jeunes sont confrontés toujours à ce problème d'employabilité. Mais comment faire cet équilibre-là entre les engagements associatifs et ce qui est du revenu pour permettre à ce que les jeunes puissent s'y retrouver? Et la dernière question, euh, comment faire, quel est le rapport, comment ça s'appelle ça, le lien entre l'économie verte et l'économie circulaire du fait de ce que nous pouvons mener comme activité ou bien dans l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie verte, mais qui doit également intégrer l'économie circulaire. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Ken. C'est un plaisir. Je vous rappelle un passage que c'est l'un de mes collègues, on a fait la licence ensemble. Alors, c'est très intéressant tes questions. La première question concernant les découragements des jeunes. Alors, on va reconnaître que c'est quand même un fait parce que quand on part à l'université, on fait des études, on espère quand même à ce que l'État nous emploie par après. Et c'est même ce que recommande l'UNESCO. Malheureusement, la réalité est tellement ce qu'elle est que ça peut décourager. Et donc, ce que je pourrais dire dans ce sens-là, c'est vraiment prendre le temps. C'est à cause de ça qu'on a besoin de l'accompagnement, du mentorat, parce que dans la plupart des cas, c'est aussi les choix des études que nous faisons qui vont nous limiter en ce qui concerne les opportunités d'emploi et qui vont aussi nous ramener encore au chômage. Et aussi pour beaucoup, quand ils voient déjà ce qui était là avant, et ils ont fait des études, bon, ça n'a rien apporté. Pourquoi je vais, voilà, aller aussi perdre mon temps dans ce sens-là? Et donc, l'idée, c'est vraiment quand on veut faire des études, c'est rassurer que, est-ce que les études que j'ai faites, si l'État ne m'engage pas,
si une entreprise ne m'engage pas, est-ce que je suis moi-même capable de pouvoir faire quelque chose? Est-ce que je suis capable d'entreprendre de ma manière, de pouvoir vendre mes produits et services pour pouvoir subvenir à mes besoins? Et aussi, en ce qui concerne la prise de conscience pour comprendre que, bon, j'ai là, on doit étudier pour agir, eh bien, ça aussi, c'est très important de comprendre pourquoi on veut faire certaines choses. Si on n'est pas sur du suivi, on sait que les enjeux sont là. C'est pas parce que, bon, les autres n'ont pas réussi ou bien que l'État ne fait rien que je me décourage. Non, je fais des choses pour chercher un impact qui est social et écologique. Et donc, je ne dois pas dépendre de la réaction des gens, sinon des réalités que, voilà, les pays ou la situation peut me mettre comme barrière. Et donc, c'est à nous de chercher à surpasser nos barrières. Et de cela aussi, il ne faut pas seulement se limiter à des formations qu'on fait dans nos écoles. Il faudra peut-être s'ouvrir. C'est à cause de ça qu'on a parlé tout à l'heure des plateformes où on peut se former pour voir comment les choses se passent à l'échelle internationale. Et là, ça peut nous donner aussi des idées pour pouvoir entreprendre de notre façon, parce que l'école ne nous apprend pas tout. Si on se focalise que sur ça, on sera dessus et ça sera compliqué pour nous. Alors, en ce qui concerne l'engagement des jeunes, je crois sur la deuxième question, avec les associations, mais l'employabilité pose toujours problème. L'idée, en fait, aujourd'hui aussi avec les associations, ça demande de l'argent pour se faire enregistrer, faire la promotion, recruter des gens, les maintenir, organiser des activités, ça demande vraiment de l'argent. Et aussi déjà là, à la base, il va falloir vraiment se former, surtout sur la mobilisation des ressources, parce qu'on ne peut pas avoir les moyens, mais si on sait rédiger un projet, on sait chercher un financement, on peut aussi avoir un financement. Et ici, l'idée, c'est de se faire vendre. On peut commencer petit, mais tellement qu'on fait du bruit, ça peut interpeller les gens et ça peut intéresser. On peut chercher un financement, mais bon, on se demande qu'est-ce que toi tu fais. On t'a jamais vu, même dans Facebook, là, ou LinkedIn, tu dis rien. Bon, qu'est-ce qui nous rassure qu'ici, on investit sur ton organisation, on peut espérer quelque chose. Et donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est former sur des choses techniques, notamment la mobilisation des ressources, mais également la gestion des projets. Et c'est dans ce sens-là qu'on a des projets, on peut soumettre et aussi espérer avoir un financement. Mais aussi, quand on veut faire une association à but non lucratif, il va falloir aussi avoir à côté des activités qui peuvent nous aider à financer quelque chose. Si je prends par exemple le cas de IMCC Academy que je vous ai présenté, qui est une structure qu'on anime. Donc l'idée c'est quoi? Nous on accompagne les étudiants, on leur donne toutes les informations qu'il faut pour les concours, mais à côté on vend les documents. Et donc ce sont ces documents-là qui nous permettent de fonctionner. Et donc on peut créer des activités connexes comme ça qui vont nous aider à pouvoir voilà, soutenir notre projet en espérant peut-être avoir aussi des financements. Alors, le lien entre l'économie verte et l'économie circulaire. Et donc, moi, je dirais plutôt que l'économie circulaire est une partie de l'économie verte parce que l'économie verte, c'est une économie de manière globale qui déjà encourage l'utilisation responsable des ressources. On utilise de manière responsable les ressources, on limite l'impact écologique de nos activités et aussi on fait la promotion des activités qui vont aller dans le sens des projets d'environnement. Et dans l'économie verte, on prend en compte tous les secteurs, que ce soit les transports, que ce soit la nourriture, que ce soit les modes de distribution, on prend ça, tout ça en compte. Et là, l'économie circulaire vient justement pour aider maintenant dans cette économie verte-là, en ce qui concerne, par exemple, la consommation, la distribution, l'élimination. Comment faire de sorte que une fois qu'on a consommé, au lieu qu'on reste dans une économie qui est linéaire, on consomme, on produit, on distribue, on consomme, après on laisse tomber, eh bien, l'idée, c'est de voir comment révaloriser, réutiliser, recycler ces objets-là à l'état des déchets pour pouvoir donner une seconde vie afin que ça puisse encore servir la communauté. Et donc, c'est vraiment les deux notions qui sont intimement liées. Et je dirais plutôt que l'économie circulaire aide vraiment à atteindre l'économie verte. Et l'économie verte, c'est vraiment la route et la voie pour atteindre le développement durable. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ok, je suis Fanonette Antoinette. Je suis aussi étudiante en gestion des interfaces sciences politiques pratiques. Donc, Chani, c'est mon camarade. Je tiens à le féliciter pour sa brillante présentation. C'était vraiment excellent. Cependant, j'ai quand même une question qui m'est taraude l'esprit. Dans sa présentation, il a bien mentionné le rôle de la jeunesse dans la conservation de la biodiversité.
Nous savons tous que, comme il a mentionné, la jeunesse fait partie de la plus grande partie de la démographie mondiale même. Combien de fois en Afrique où la jeunesse fait au moins le 2/3 de la population. Donc, en temps normal, c'est à la jeunesse de jouer pleinement son rôle ici dans la conservation. Cependant, dans certains pays, entre guillemets, le mien, je fais allusion au mien, dans ce genre d'initiative, comme des conférences et tout, la jeunesse n'a pas sa place en fait. On va voir que c'est toujours les vieux là qui sont là. Même quand les petits financements là arrivent pour motiver les jeunes à entreprendre des actions, c'est toujours les vieux là qui sont là. Ils prennent cet argent et ils ne font aucune action. Et le problème continue. Et le problème ne continue pas seulement de progresser au même rythme, ça s'accélère. Et là, je crois que dans ce cadre-là, la jeunesse n'a pas sa place. Dans ce contexte, comment faire pour arracher sa place là, puisque ça devient comme une guerre en fait. Comment faire ou bien comment initier des actions de sorte que l'on puisse avoir sa place, jouer pleinement son rôle comme vous l'avez expliqué. Et bon, peut-être pour un peu éclairer la question, en fait, je voudrais ici savoir, par exemple, dans certains cas, les jeunes tentent, ils essayent de faire avec leurs moyens de bord. Comme vous avez dit, de commencer petit. Ils essayent, mais franchement, pendant un petit moment, l'activité meurt. Parce que normalement, quand le jeune commence, il faudrait une main derrière pour le pousser à grandir, en fait. Merci d'avance pour la réponse. Ok, merci beaucoup, Antoinette. Très ravi de te retrouver. Une très bonne question parce que c'est quand même un fait. Les conflits des générations, c'est vraiment un fait. À un moment donné, on se demande est-ce qu'il faut aussi faire des coups d'État dans la science ou voilà, pour tout arracher. C'est quand même compliqué et difficile. Et qu'à cela ne tienne, on peut toujours continuer à espérer parce qu'aujourd'hui, on sait, c'est vrai que nos ponts sont là, on laisse quasiment pas la place, la voie est tellement limitée, mais l'idéal, c'est de toujours s'armer des compétences, des connaissances qu'il faut et d'être prêt. Quand l'occasion se présente, on tient les leads et on essaie d'améliorer tant son pays les choses. Mais aujourd'hui, quand même, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est toujours faire entendre notre voix. Parce que je crois qu'il n'y a pas un autre moyen pour les faire décaper ou carrément les éliminer. C'est quand même impossible. Et donc, l'idéal, c'est de chercher à collaborer, à travailler avec eux, mais en ayant en tête un changement transfrontière. Parce que la réalité qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui parlent, qui disent beaucoup de choses. Mais donc, on va lui donner le poste, il oublie tout ce qu'il avait comme idée auparavant. Voilà, il commence à agir comme les vieux. Et c'est ce qui fait qu'on tourne en rond, on ne change pas. Et donc, on avance avec des mentalités, des changements, des pas pour notre poche et pour les autres. Petit à petit, on peut y arriver. C'est vrai que les vieux sont là, ils vont partir, c'est nous qui allons les remplacer. Mais l'idée, c'est vraiment de chercher à arriver là où ils sont avec des bons mobiles. Ce qui va nous aider à ne pas oublier d'où nous venons, les combats qui ont été menés. Et une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on attend de nous? Qu'est-ce que les autres jeunes qui nous voient et attendent de nous? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour laisser un impact? Qui va faire? Est-ce que, voilà, les autres aussi qui sont jeunes comme nous puissent voilà, être contents de nous. Et donc, ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les sommets mondiaux, avec tout ce qu'il y a comme organisation, comme conférences, l'idée, c'est vraiment faire juste des plaidoyeries, des manifestes des jeunes où on donne nos avis. Et au fur et à mesure, ça interpelle quand même petit à petit et continuer à se former, à se préparer. Et quand le moment viendra, on pourra prendre l'idée d'améliorer les choses. Merci pour cette réponse. Il y a une question dans le chat que j'ai envie de lire. Elle vient de Lien Ouvert. Je ne sais pas si c'est la même personne qui a sa main levée, mais la question dit, est-ce que l'Église catholique
de la RDC se mobilisent aussi pour la conservation? Je pose la question parce que le pape actuel demande aux évêques d'impliquer les paroisses catholiques dans les activités de conservation et dans les objectifs de développement durable. C'est de la part de Laudato Si, je crois. Alors, merci pour cette question. Alors, c'est quand même un peu compliqué pour moi de répondre parce que, bon, c'est vrai que j'ai vu en RDC, mais je suis beaucoup plus concentré sur la science et voilà. Donc, les questions des initiatives des religieux, tout ça, j'en connais pas trop, j'en connais pas vraiment. Et comme je ne maîtrise pas la situation de tous les pays, je suis actuellement à Lubumbashi, donc je ne sais pas ce qu'ils font. J'entends juste parler des 5 ans, tout ça, et qui font des activités à qui ils associent à la politique, tout ça, mais je ne connais pas exactement. Ce qu'ils font sur l'environnement, j'ai ça, en tout cas, honnêtement, je ne connais pas. Entre-temps, avant que la personne ne se prononce, je vais donner la parole à Victorine. Merci Laetitia et je tiens déjà à féliciter Shanice pour sa brillante présentation, très enrichissante. Ma question est la suivante. Quel est votre mécanisme d'adoption et de diffusion des innovations vertes? Donc, pour faciliter une forte implémentation, parce que très souvent, on se rend compte qu'on est limité plutôt à l'invention. On entend parler peut-être de carburant, je vais dire ça comment, carburant écologique, il y a plein de choses, mais au niveau du citoyen lambda, ce n'est pas perceptible. Vous, à votre niveau, comment est-ce que vous vous déployez pour que l'on quitte de l'invention à l'innovation et qui est partagée, qui trouve son public? Merci beaucoup, madame. C'est une question très intéressante et pertinente. Ça, c'est aussi une réalité dans la plupart des cas. On parle des choses qui sont purement techniques et parfois on ne comprend pas. Et donc, déjà, dans ce sens-là, ce qui est sûr, c'est que tout individu lambda ne peut pas forcément comprendre certaines innovations ou techniques parce que ce sont des choses qui sont spécifiques dans un domaine précis, qui demandent beaucoup de recherche et parfois, nous, on voit juste les résultats, on s'émerveille. Mais déjà, à la base, c'est juste à travers la sensibilisation qu'on peut aussi aider l'individu lambda à comprendre. Et pour ceux qui sont carrément dans la recherche dans ce sens, c'est d'essayer d'approfondir les recherches pour essayer de voir ce qui existe déjà. Et dans ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire pour transformer ce qui est nuisible à quelque chose de positif. Et donc là, ça demande beaucoup de recherche dans ce sens. Mais pour aider l'individu lambda à comprendre ces choses, c'est à travers des sensibilisations qu'on peut faire travers des réunions communautaires ou peut-être des campagnes de sensibilisation ou des partages d'expériences et des connaissances telles qu'une initiative pareille, où on peut chercher à rendre ces techniques-là plus simples pour pouvoir aider les autres à comprendre. Et pour ceux qui sont dans ce sens-là, pour pouvoir faire entendre leur voix, le plus important, c'est vraiment communiquer. Communiquer sur ce qu'on fait. Aujourd'hui, la connaissance est devenue tellement publique qu'on n'a même pas besoin de passer par la radio ou la télé, ce qui peut nécessiter des fonds. Mais juste avec notre connexion Internet, on peut faire du bruit sur les réseaux sociaux et attirer d'autres personnes. Et aussi, en se formant dans des domaines où on veut créer notre innovation. Parce que si on comprend réellement les domaines dans lesquels on peut innover, ça peut être peut-être les nouvelles technologies ou l'énergie, ça peut nous aider aussi. Mais si on n'a pas assez de connaissances et qu'on est limité, c'est aussi difficile de pouvoir agir dans ce sens. Et donc, se former, euh, augmenter la recherche et sensibiliser, c'est ce que je peux dire par rapport à votre question. Ok, merci bien. Je vais donner la parole à Jafet. Ok, d'abord, j'ai dit félicitations à Monsieur Tiani. Je n'ai pas bien suivi la présentation du début jusqu'à la fin, mais bon, je pourrais peut-être avoir des petites questions qui seraient comme des questions à rebondir. Par rapport à la première question, viendra de la question de Madame Fanon. Là où elle a parlé, ben, moi, j'aimerais peu savoir, il est vrai que la jeunesse aujourd'hui, on doit tout faire pour lutter contre la préservation de la biodiversité. Et partant de ce point,
comment l'équipe ou soit le métier y travaille pour faire écouter la voix de la jeunesse par rapport à la conservation de la biodiversité? Quelle méthodologie que vous faites? C'est par des médias ou vous sensibilisez les gens ou quelle méthodologie vraiment vous appliquez? Et ma deuxième question, c'est par rapport à la première question posée par Madame Laetitia. Vous avez parlé des pavés écologiques où vous fabriquez même des briques. Et ces briques permettent également de construire, de faire des logements. Je ne sais pas. Quel genre de logement que vous faites par des pavés écologiques? Si c'est au Congo-Brazza ou en RDC, je ne sais pas trop. Ok, merci beaucoup, monsieur Jaffet. Alors déjà, par rapport à votre question, pour vous faire entendre notre voix, alors je vais prendre trois cas de figure. Alors déjà, au Congo-Brazzaville, on avait organisé un grand sommet des trois bassins des biodiversités, des forêts tropicales mondiaux, notamment euh, Bornéo, Mekong, Asie de l'Est et voilà, Amazonie et bassin du Congo. Et donc, nous, ce qu'on a fait en tant que jeunes, c'était quoi? À travers notre organisation, nous, on a notre organisation qu'on a formée avec les collègues juste après notre licence, qu'on appelle Club des environnementalistes. Donc, on a regroupé toutes les organisations des jeunes et l'idée était de rédiger un manifeste des jeunes pour pouvoir donner nos avis. Qu'est-ce que nous voulons en tant que jeunes pour préserver nos écosystèmes? Qu'est-ce que nous voulons en tant que jeunes pour nous donner de la place aussi, pour faire entendre notre voix? Et donc, ce manifeste-là a été soumis au niveau du ministère de l'Environnement. Et lors de ce sommet-là, ce manifeste-là a été pris en compte dans les négociations et à la déclaration finale, cela a été également mentionné. Et donc, c'est comme ça on a pu voilà, participer à un tel événement en rédigeant un manifeste. Et aussi dans le même ordre d'idée, récemment avec les sommets africains du climat, les deuxièmes sommets là. Donc, il y a eu une consultation, on avait consulté les jeunes de partout. Donc, l'idée était de rédiger un document qui va aussi donner la voix aux jeunes et de faire entendre leur voix. Et donc, il y a eu des consultations où chaque jeune répondait à un nombre de questions pour pouvoir donner ce qu'il pense en matière des changements climatiques, en matière de solutions, en matière d'intégration des jeunes et tout ça. Et donc, on a travaillé, moi j'étais dans le groupe d'Afrique centrale, et donc toutes les idées qu'on a eues, on a soumis, et ce sont des jeunes qui ont pu lire ça devant tout le monde et remis ça au président Ruto et à d'autres présidents qui étaient là, pour pouvoir faire aussi entendre la voix des jeunes dans ce sens-là. Et autre chose aussi, on fait en individualité, c'est beaucoup plus partager les informations dans ce sens-là dans nos différents réseaux sociaux, mais aussi en tant que scientifique, la partie qu'on fait, c'est que une fois qu'on fait nos recherches, les résultats de nos recherches, on rédige ce qu'on appelle par des policy briefs, qui sont des documents conçus qu'on peut donner aux décideurs pour pouvoir voir par rapport aux études qui ont été faites, les résultats, comment on peut prendre ces résultats-là, les transformer en politiques qui vont aider à conserver la biodiversité. Donc, voilà un peu ce qu'on fait dans ce sens-là. Ta deuxième question liée à Madame Laetitia, ça m'a échappé, si vous pouvez revenir, s'il vous plaît. Alors, la deuxième question, c'était par rapport à la question de Ah, Madame pavot écologique. Laetitia. Oui, oui. Vous avez parlé des pavés écologiques où vous fabriquez même des briques et cela permet également de faire des constructions de logements. J'aimerais savoir quelle catégorie de logements que vous faites en travers des briques sur les pavés écologiques. Ah, ok. Et donc, là, c'est pas moi directement, je donne comme exemple, mais je vais te prendre un exemple d'une entreprise de la place qu'on appelle Congo Place, qui est aussi au Congo-Brazzaville. Et donc, l'idée, c'est quoi? De la même façon qu'on utilise les pavés pour faire plutôt du plastique et ça pour faire des pavés, on fait aussi des briques à travers des moules. Et ces briques-là construisent tout type de maisons. Donc, de la même façon qu'on a la brique cuite ou la brique faite à base de ciment. Et donc, c'est le même principe en fait. Et cette brique-là, l'avantage, c'est que ça permet de recycler. Et ces briques-là ne mettent pas de la chaleur comme nos briques faites à base de ciment. Et donc, c'est juste ces mêmes maisons-là qu'on peut construire comme une maison à deux, trois pièces et ainsi de suite. C'est la même logique. Merci bien, Monsieur Chanis. Euh, j'ai envie de lire un commentaire. Permettez-moi de le lire. C'est la personne répond donc
à la question qui a été posée par une jeune dame qui disait que elle est donc originaire du Congo-Brazzaville. Ils disent, pour répondre à sa question, que c'est exactement la raison pour laquelle nous avons lancé le programme Leadership transformationnel pour la conservation. Il s'agissait d'informer les jeunes d'adopter une perspective artisanale dans leur recherche d'emploi. Si les économies formelles sont modestes et que les gouvernements ont des capacités limitées, la meilleure solution est de créer son propre emploi, tout comme les plombiers, les mécaniciens, etc. Donc, évidemment, c'est ça vraiment le but de la présentation de M. Chanis aujourd'hui, nous encourager dans l'entrepreneuriat pour contourner tous ces défis. Merci beaucoup. Je vois une main levée, lien ouvert. Je ne sais pas si vous êtes là, si vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. OK, je pense qu'il a des soucis avec son micro. Je ne vois plus de questions dans le chat box aussi. Dans le chat, il n'y a plus de questions. Je pense donc que on est arrivé à la fin de la soirée. Je veux donc vraiment dire un grand merci à Monsieur Chanis. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot de fin au jeu. C'est bien Baudelaire. J'ai une petite question, malgré que Ok. j'ai intervenu en grand retard. Allez-y. Oui, merci à M. Chanis euh, pour cet échange. C'était trop enrichissant. Et avant de poser ma question, j'aimerais d'abord lui demander de nous balancer les liens sur les plateformes qui peuvent nous aider à avoir plus de connaissances dans le domaine pour mieux s'y prendre, à se lancer dans l'économie verte et dans l'économie circulaire en tant que jeune. Bon, moi, je suis euh, bachelier en gestion des ressources naturelles et ma question est de savoir, dans notre cas, comme en Afrique en général et un peu particulier en RDC, si on veut créer, bon, se lancer dans l'entrepreneuriat en se basant sur les objectifs de développement durable et en visant surtout le social, l'intérêt social et l'intérêt écologique, avec les moyens que nous avons, donc des moyens financiers un peu trop basiques. Et si on privilégie trop le social et l'écologie, comment les jeunes peuvent s'en sortir? Parce que après les diplômes, après les fins de cycle, on voit que la manière de s'en sortir financièrement, c'est compliqué. Et si on crée une entreprise, malgré qu'on se lance dans le domaine écologique et qu'on ne met pas trop d'économie là-dessus, est-ce que vous croyez que vraiment ça peut sortir? Je ne sais pas si je me suis fait entendre très bien. Oui, exactement. Baudelaire, on t'a très bien suivi. Et c'est une question pertinente quand même. Comme je l'ai dit tantôt, l'entrepreneuriat, on apporte des solutions, mais on attend des rémunérations en retour. Et j'ai signifié dans cette rémunération-là, l'idée c'est de chercher aussi l'impact social et écologique. Et donc, c'est vrai, si on entreprend et qu'on n'a pas de rémunération, d'abord, c'est difficile de tenir l'entreprise debout. Et aussi peut-être, voilà, payer les gens qui vont travailler pour nous, avec nous. Et donc, l'idée, c'est de ne pas carrément aller dans le sens de la gratuité. L'impact écologique ou social qu'on veut ici, c'est quoi? Si on prend par exemple le cas de ceux qui font le charbon écologique. Donc, quand vous faites votre charbon, vous prenez les déchets qui sont dans les parcelles des gens et vous essayez de les transformer en charbon. Et donc, déjà, vous aidez les gens à évacuer leurs déchets, ce qui préserve leur santé, c'est ça l'impact social. Mais aussi, en promouvant le charbon écologique, vous contribuez à diminuer les charbons de bois. Et donc là, vous avez un impact environnemental, écologique, qui permet à ce qu'on préserve nos bois. Mais les charbons, là, tu les fais, c'est pas gratuitement, tu vas les vendre. Et donc, en vendant, tu auras quand même de l'argent qui va aussi t'aider à avoir un impact économique sur toi et tes activités. Mais ceux qui vont utiliser ces charbons-là, déjà, c'est un charbon qui ne va pas salir l'air marmite, qui est très efficace et qui fait de bons cuissons, donc ça va les aider aussi à pouvoir se nourrir.
aisément. Et donc, ça encore, on est toujours dans l'impact social. Vous verrez aussi un problème du ventre. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est que les cendres du charbon écologique constituent un fertilisant. Et donc, on peut encore les déverser dans nos légumes et aussi encore contribuer à faire de l'agriculture qui ne pollue pas des sols et qui permet aussi aux gens de se nourrir. Donc voilà un peu juste avec cet exemple-là, tu vois qu'on couvre un peu tout cet impact-là économique, social et écologique. C'est dans ce sens-là que, voilà, on veut faire des projets. Et donc l'idée, c'est de ne pas vraiment servir les gens de façon gratuite, sinon on sera dans l'incapacité de les servir. On les sert en gagnant quelque chose, on contribue à leur bien-être, mais l'idée, c'est de ne pas chercher à tout prix le profit dans les sens où on accepte des activités qui peuvent détruire la santé des gens, polluer la nature, parce qu'on veut chercher de l'argent. On cherche de l'argent, mais de manière responsable. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Chanis. Donc, je pense qu'on est arrivé à la fin. Il n'y a plus de questions. Je vous demandais si vous avez un mot de fin avant qu'on ne se sépare, pour un mot de fin pour les jeunes. En tout cas, mot de fin, c'est d'abord remercier Chef Spring Africa pour cette opportunité, mais également tous les jeunes qui se sont connectés, parce que c'est vrai, en tant que jeunes, parfois, on ne se rend pas compte du potentiel qu'on a, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on attend de nous. Et donc, participer à ce genre d'événement, ça peut nous aider à pouvoir capter quelque chose qui peut aussi booster tout ce qu'on peut avoir comme initiative en tête, comme idée, de voir les choses au clair et de comprendre que l'enjeu est là. On a besoin de nous, on doit agir même à petite échelle, cela aussi peut contribuer à avoir l'impact global que des milliards de jeunes ou des millions de jeunes peuvent œuvrer dans ce sens dans le monde entier. Et donc, je tiens à remercier tout le monde qui s'est connecté pour suivre cet événement, qui a disposé de son temps, bien que les agendas sont vraiment chargés, ce qui a fait que peut-être que certains n'assistent pas. Et donc, je tiens à dire merci beaucoup à ceux qui ont assisté et surtout aux questions pertinentes qui ont été posées, ce qui a fait qu'on puisse encore agrémenter voilà, tout ce qu'on a partagé ici et ainsi faire profiter à tout le monde du peu qu'on connaît et aussi voilà, apporter notre part de contribution pour pouvoir impacter socialement nos contemporains, mais également contribuer à la protection de l'environnement. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Chanis. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, on va se dire au revoir, mais j'ai envie de vous rappeler donc que nous avons un nouvel événement qui est une initiative de l'Université officielle de Bukavu en collaboration avec Chess Screen Africa, qui aura lieu tous les derniers mercredis du mois à partir de 10 heures. Et donc, la première présentation, ce sera le 29 octobre 2025. Docteur Esther Matendo va parler de la réduction des mycotoxines dans le maïs à l'est de la RDC. Donc, si vous voulez être le prochain intervenant, écrivez-nous. Nous allons partager le lien pour que vous puissiez joindre donc la présentation. Je veux dire merci aussi à l'audience. Merci donc d'avoir été avec nous ce soir. Bonne soirée à tous et à très prochainement. Merci, Monsieur Chanis. Bonne soirée. Merci à tous et bonne soirée à Merci. tous.